C'est parti pour découvrir cette fois-ci la Malaisie, à travers Kuala Lumpur, Malacca, Penang et Langkawi. Après un très long vol et une escale à Jeddah, je suis arrivé à Kuala Lumpur. J'ai commencé la visite par le fameux Bukit Bintang, c'est un peu le cœur bouillonnant de Kuala Lumpur. Le soleil tape encore et les pavés renvoient la chaleur, et tout autour, ça grouille déjà. Les néons commencent à s'allumer timidement, et les premiers fumées de wok, la ville commence à changer de rythme. Jalan alors, c'est la rue où t'as toujours faim, où tu peux trouver de millions de restaurants et de street food. Les cuisiniers s'affairent, les brochettes d'or et les odeurs de fruits exotiques se mélangent à la fumée des barbecues. Comme on m'a expliqué là-bas, c'est un fameux désordre organisé. Je ne me rappelle plus si cet endroit a un nom spécifique, mais je sais que c'est un passage piéton assez mythique. Le flot de monde ne s'arrête jamais, repart d'un seul mouvement comme une vague urbaine. Regarde-moi tous ces gens qui traversent en même temps, et encore là j'ai pas de scooter en plein milieu. Les mascottes ont laissé place à un très beau spectacle originaire du Rajasthan, juste devant le centre commercial du Pavillon. Oui, tu ne rêves pas, c'est bien un homme, et il porte plus de 40 kilos sur sa tête. Ça y est, le pestacle est terminé, et comment ne pas visiter Kuala Lumpur sans aller aux tours Petronas de nuit, ces fameuses tours magnifiques. Construites dans les années 90, ces 452 mètres d'acier et de verre sont longtemps restés les plus hautes tours jumelles du monde. Chacune des tours est composée de 88 étages. Leur architecte, César Pelli, s'est inspiré de l'art islamique. La base, c'est une étoile à 8 branches. Tout est symétrie, équilibre et symbolisme. Même son pont aérien à 170 mètres du sol relie les deux tours comme un seul lien. Dès le lendemain, je continue la découverte de Kuala Lumpur à travers le KLCC Park. Situé à 2 pas des tours Petronas, c'est un coin où tout le monde se mélange. Les familles, touristes, et même les employés des tours, pour y manger. Ce parc a été imaginé pour ramener la nature dans un quartier ultra moderne. Des centaines d'arbres tropicaux, des palmiers, des allées ombragées, un peu de vent, un peu d'eau. Un aussi grand parc au milieu d'une aussi grande ville, c'est quand même impressionnant. Au centre, tu peux voir ce magnifique bassin avec les fontaines qui s'animent le soir. J'ai pas trouvé ça fou, mais ça a le mérite d'exister. Juste après la pause repas, j'ai souhaité me diriger vers le Merdeka Square.
la fameuse place de l'indépendance où la Malaisie a levé son drapeau pour la première fois en 1957. Mais évidemment, il pleuvait. Je suis donc resté un très long moment avec ce chauffeur de taxi, très gentil, qui m'expliquait l'histoire de son pays. Donc si tu tombes par là, bise. La journée étant morte par cette pluie tropicale, j'y suis donc retourné le soir. Les monuments que je voulais photographier en priorité étaient en travaux, mais je te laisse quand même admirer ce grand espace vert entouré de bâtiments coloniaux avec un mât hissé à 95 mètres de hauteur. En souvenir de ce 31 août 1957, au pied du grand mât, un immense tableau en bronze immortalise ce moment. Le Premier ministre levant le bras, la foule en liesse, l'instant où le pays est né. Juste à quelques pas de Merdeka Square, on quitte le bitume pour un peu plus de sérénité. Entre deux rivières, posée sur un îlot, la mosquée Jamek veille sur la ville depuis plus d'1 siècle. C'est ici simplement que Kuala Lumpur est né. La ville s'est bâtie autour de ce lieu, comme si tout partait de là. La mosquée avec ses dômes blancs et ses arches roses, mélange d'influences mongoles et indiennes, tranche avec les gratte-ciels qui l'entourent, notamment le Merdeka 118, la plus haute tour du monde derrière le Burj Khalifa qui perce le ciel. En quelques minutes de marche seulement, tout change. On se rend maintenant à Petaling Street, à Chinatown. Le calme de la mosquée laisse place au chaos organisé. Les prières deviennent des klaxons, lançant laisse place aux vapeurs de wok. Mais j'ai pu y faire des photos somptueuses et revenir avec une sacoche Louis Vuitton. Place aux Batu Caves, à une quinzaine de kilomètres du centre de Kuala Lumpur, et pourtant, on a l'impression de changer de monde. Le vacarme de la ville s'efface, remplacé par les chants, les cloches et le cri des singes. Dès l'entrée, on se prend une claque visuelle. La statue dorée de Murungan, haute de plus de 42 mètres, te domine comme un gardien géant. C'est la plus grande statue de ce dieu hindou au monde, et crois-moi, elle en impose. Mais le vrai défi commence en bas des marches. 272 exactement, toutes peintes de couleurs vives, un arc-en-ciel vertical. Les touristes soufflent et les fidèles montent pieds nus, et les singes profitent du spectacle et te volent tes lunettes. Il fait chaud, tu peux observer que j'en chie actuellement. L'air devient beaucoup plus lourd tout en haut et tu peux observer des prières, des chants, des cris. Et quand tu arrives en haut, il paraîtrait que tu peux avoir un sentiment d'avoir franchi autre chose qu'une montée, mais plutôt un passage. C'est ce que disent les hindouistes. Une fois ce passage franchi, tu atteins la grotte principale, une cathédrale naturelle creusée dans la roche depuis des millions d'années. La lumière tombe du plafond comme une bénédiction, les pigeons volent entre les rayons et l'odeur d'encens flotte dans l'air. C'est à la fois sacré et chaotique, comme si la nature et la foi avaient signé un pacte ici. Finalement, chacun vit à sa manière ici, et malgré la foule omniprésente, il y a un vrai calme intérieur. Batu Caves, c'est aussi un symbole fort pour la communauté tamoule de Malaisie. Chaque année, des centaines de milliers de fidèles viennent en pèlerinage ici. Certains marchent pieds nus des kilomètres, d'autres portent des kavadis, ces fameuses structures dorées accrochées à leur peau, un mélange de foi, de douleur et de dévotion. Il paraît que c'est un moment impressionnant à voir. Changement d'endroit, mais toujours un endroit historique. C'est un lieu dédié à la spiritualité chinoise au cœur de Kuala Lumpur.
Perché sur un rocher surplombant Kuala Lumpur, le Tean Hu Temple semble flotter au-dessus de la ville. Ce temple est dédié à Tianhu, la déesse chinoise de la mer, protectrice des marins, des voyageurs et des âmes en mouvement. Dès l'entrée, comme tu peux le voir, on est accueilli par une explosion de couleurs, rouge, or, blanc, et des milliers de lanternes suspendues comme un ciel fabriqué à la main. Construit à la fin des années 80 par la communauté chinoise de Malaisie, c'est un mélange d'architecture traditionnelle et de touches modernes. Pagodes, dragons sculptés, colonnes rouges, tours en tuiles courbées, c'est un décor parfait mais pas pour autant artificiel. Ici, chaque prière et chaque bâton d'encens a une vraie intention. Quand tu montes au dernier étage, la vue sur Kuala Lumpur est imprenable. Ici, on prie, on médite et on observe. Certains demandent la chance, d'autres la santé. Moi, je demandais un petit peu de lumière pour mes photos, et je l'ai eu. Les tours Petronas d'un côté avec la Merdeka 118 de l'autre, et entre les deux, la respiration lente de ce temple. Bon, l'histoire c'est bien joli et j'adore ça. Mais une petite binouse à Jalan alors, je dis pas non non plus. Il m'a servi 1,5 litre. Et on change de ville et direction Malacca, surnommée la vieille perle du Sud. Cette célèbre ville classée UNESCO. Au cœur de Malacca, tout tourne autour de Dutch Square. Cet endroit, c'est un concentré d'histoire coloniale, portugais, hollandais et britannique. Chacun a laissé une couche, mais ce rouge hollandais est très reconnaissable. À 2 pas d'ici se trouve la Jonker Walk, la rue la plus vivante de la ville, animée par des lanternes et des boutiques anciennes et marchandises en tout genre. Le soir, Malacca s'apaise. Les touristes, les locaux, se rejoignent tous à Taman Tasik, le fameux plan d'eau de la ville. Tu peux voir ici un magnifique coucher de soleil. Bon, ça coûtait 2 €, donc pour 1 heure, j'étais obligé d'y passer. À Malacca, impossible de rater ces magnifiques discothèques ambulantes. Des petits scooters illuminés pour petits et grands. À Malacca, c'est parti pour visiter cette petite ville UNESCO. Très sympa déjà ce que j'ai vu. En promenant, je suis tombé sur ce magnifique mur en pierre qui avait l'air ancien. Je me suis renseigné, il s'agit du monument A Famosa, construit par les Portugais en 1511 après la conquête de la ville. À l'époque, c'était une forteresse gigantesque, un point stratégique pour contrôler tout le commerce de la région. Après toutes les conquêtes, il ne reste que cette Porta de Santiago, qui a été sauvée visiblement au dernier moment. Aujourd'hui, il s'agit de l'un des plus vieux vestiges européens d'Asie du Sud-Est. Place désormais à Bukit Meleka, surnommée là-bas la colline qui a tout vu, avec ses 500 ans d'histoire.
Tu avances entre les ruines, les pierres rouges usées, et tu tombes sur les vestiges de l'église Saint-Paul. Aujourd'hui, il reste surtout des murs et des tombes, mais autrefois c'était le bâtiment le plus haut de la ville. Une fois à l'intérieur, l'ancienne église est ouverte aux 4 vents. Tu peux observer une multitude de pierres tombales gravées, la plus vieille datant de l'an 1300. De retour à Dodge Square, une petite pause fraîcheur et on part sur une visite de musée. Il s'agit de l'immanquable Stadthaus. De l'extérieur, c'est un gros bâtiment rouge, tout comme l'église et les autres monuments autour. À l'intérieur, les pièces racontent l'histoire de Malacca, entre uniformes coloniaux, cartes maritimes et portraits, un mélange de vie militaire, de religion et de commerce, qui montre à quel point la ville était un véritable pivot du monde. Ce musée a la particularité d'avoir un plancher en bois qui bouge et qui grince, car il n'a jamais été changé. L'ambiance est authentique, poussiéreuse, comme si rien n'avait changé depuis l'époque des gouverneurs. Là, en fait, c'est une rue. Il y a des temples chinois, des mosquées, des temples hindous, tout au même endroit. « 8 heures de bus plus tard, en partant de Melaka, passant par Kuala Lumpur, Ipoh, etc., etc., arrivé à Georgetown, à Penang. Tout juste arrivé, je découvre le sport national de Georgetown, qu'est la street food. Découverte de la ville à pied de ses monuments, sous 39 degrés. Je suis resté un long moment à observer le travail des pêcheurs, et quelques mètres plus tard, encore du durian, et surtout, encore et toujours de la street food. C'est vraiment la ville qui est faite pour ça. J'achète des paires de lunettes ici, c'est comme la bouteille d'eau, ça coûte 1 euro. On en prend tous les jours.
Je m'éloigne de la folie de Georgetown pour visiter The Top, la célèbre tour au milieu de l'île. Au premier étage se trouve un superbe aquarium. Pas immense, mais franchement super agréable. Tout est lumineux, propre et bien présenté. Il y a toutes sortes de poissons tropicaux, des requins, des méduses. Et même des poissons fluo. Pour finir la visite, on passe sur les iguanes, les serpents et araignées. Je m'y suis pas trop arrêté. Donc là, c'est l'aquarium de The Top à Penang. Je pensais pas que c'était si grand. Ça s'arrête jamais. C'est hyper beau à voir. Tout juste sorti de l'aquarium, tu tombes sur ce centre commercial immense qui laisse place à une petite part de l'histoire apparemment avec un musée des dinosaures. Je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre un aquarium et des dinosaures au même étage, mais ça m'a fait rire. Ce coup-ci, c'était plutôt pour enfants, j'ai pas trop accroché. Allez, je me casse et on prend l'ascenseur direction le 65e étage. Je suis pas très à l'aise avec ces vitres en verre où t'as l'impression de tomber à tout moment, mais c'est une expérience hyper intéressante. Le contraste est vraiment impressionnant. T'as l'impression que Georgetown s'ouvre sous tes pieds. La ville paraît alors toute petite, tu reconnais les rues que t'as arpentées la veille, les temples et les toits colorés. Arrivé tout en haut, le silence est presque total, ça fait du bien. La mer se coupe à l'horizon et c'est vraiment un endroit magnifique. J'ai fait le tour de chaque angle, ça donne vraiment une autre version de Penang. En sortant d'ici à quelques mètres, je m'attendais vraiment à un endroit tranquille. Et puis je suis tombé une nouvelle fois sur un immense endroit de street food posé ici à la sauvage. Un cuisinier sur place m'a dit ici, c'est le vrai Penang. Pas propre, pas organisé, pas joli, mais j'ai trouvé ça extrêmement vivant. Il y a des stands de tout, de brochettes, de soupe, de fruits, des pâtes. Tu prends ce que tu veux, tu t'assois où tu veux, c'est bruyant, ça sent fort, ça rigole. Mais c'est pour ça que je voyage moi, c'est ce genre de coin où personne fait semblant et c'est vraiment authentique.
Après tout ça, quoi de mieux qu'un petit pad thai, je crois, et un mojito sans alcool, et le lendemain, direction le National Park de Malaisie. 1 heure et quart de taxi plus tard, j'avais pas compris que c'était un trail dans la forêt, dans la jungle, d'au moins 7 km, et qui n'avait pas de sécurité. Je suis donc vite parti. Il y avait des gros panneaux qui expliquaient que si tu te faisais mordre par un serpent ou un singe, eh ben tant pis pour toi. Ça m'a pas inspiré confiance et je suis parti au Cake Lok Temple. Le Cake Lok Sea Temple, ce n'est pas simplement un temple. C'est une petite ville dans une montagne, un véritable labyrinthe. À l'intérieur, tu peux y trouver un musée, un sanctuaire. Tu peux pas faire ça en 5 minutes, il faut vraiment prendre au moins une après-midi. Rien qu'à l'arrivée, tu ne fais que monter, et d'un coup le temple apparaît. Énorme, coloré, posé comme un palais au-dessus de Penang. T'as l'impression d'entrer dans un décor de film d'animation. Le premier niveau est apparemment le plus vivant. Il y a des petits shops de l'encens des statues, ça sent le thé partout et le plastique brûlé. Même si c'est un lieu touristique, c'est quand même un lieu important. Les gens viennent prier, allumer des bougies, accrocher leurs vœux, demander de la chance ou de la protection. Tu te retrouves naturellement à observer des gens, à écouter et à respecter un lieu magnifique. À cet endroit, je me suis baladé sans vraiment regarder la carte. Je me suis laissé porter par l'ambiance, les gens, etc. Sur le chemin, il y a des arbres à vœux, des rubans suspendus partout avec demandes d'amour, de santé, etc. Des centaines de messages écrits à la main dans toutes les langues. Pour rejoindre le haut du temple, tu dois prendre un funiculaire, mais pour ça, tu montes par des rampes, des escaliers, tu traverses des petits passages couverts de contes où des gens vendent des bougies, allumettes et autres souvenirs. Chaque palier, une petite vue sur Penang s'ouvre. Plus tu montes, plus la ville se dévoile. J'avance entre des jardins, des pavillons rouges et or et des arbres bien taillés. Ça bouge moins, c'est plus calme. Les gens parlent en bas, les prières se font plus discrètes. La montée n'est pas si difficile, mais avec la chaleur, tu la sens quand même passer. Tu passes devant des salles de prière, des bouddhas alignés, des fresques super colorées. Plus tu avances dans le temple, plus tu montes, et tu as accès à la vision de la pagode à 7 étages, et à une vue vraiment imprenable sur Penang.
C'est vraiment un endroit magnifique. Arrivé à mi-chemin entre le bas du temple et le funiculaire, tu tombes sous cette espèce de mini-centre commercial tenu par des moines, où chaque vente est faite pour la préservation du temple. Le funiculaire est quand même lent, mais ça te fait une petite pause. Tu peux apprécier un petit peu, regarder la ville et ses montagnes. À peine sorti de là s'élève devant toi le clou du spectacle, la statue de Kuan Yin. Érigée en 2002, elle s'élève à plus de 30 mètres de hauteur. Son toit qui la protège est une structure gigantesque, avec des piliers sculptés qui ressemblent presque à une fresque du temple. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement sa taille, c'est l'ambiance qui règne autour de ce lieu. Tu peux passer beaucoup de temps ici finalement sans t'en rendre compte. J'ai dû rester toute l'après-midi, même un peu plus. Il est temps de repartir. La sieste est en fait petite balade nocturne autour de la mosquée de Capitaine Kelling, construite au début des années 1800 par les marchands indiens musulmans qui vivaient ici. Non loin de là se trouve Armenian Street, la célèbre rue artistique de Georgetown. J'y suis retourné le lendemain en plein jour, c'était plus agréable. On y voit comme à Malacca, des vélos décorés, la musique à fond. Vraiment, c'est doit être typique d'ici. Je trouve que ça manquait d'animation, mine de rien, comparé à Chula Street, qui est non loin d'ici. Après un bon petit repas thaïlandais le lendemain, on repart à Mainland Street, mais de journée. À Georgetown, j'ai vite compris un truc. Dès que tu sors et que tu fais 10 mètres, tu tombes sur une œuvre d'art. C'est la ville dédiée au street art et bien sûr à la street food. Et là je me dis putain,
Tout est fermé. C'est quoi ce délire? Quand tu rentres dans les ruelles, je me rends compte que je vois tout ce que j'adore. Des murs un peu abîmés, de la peinture fraîche et des vieilles portes en bois. C'est des œuvres hyper modernes collées dessus dans une ambiance très ancienne. Ce que j'aime le plus, c'est que chaque œuvre raconte un petit morceau de la ville. Des chats, des scènes de vie des enfants et tous objets du quotidien. Le meilleur dans tout ça, c'est que je n'ai suivi aucun plan. Je suis simplement les ruelles qui me plaisent. Juste après ça, changement total d'ambiance. Et je me retrouve dans Little India. Tout d'un coup, tout devient plus coloré, plus lumineux et plus vivant qu'avant. T'as l'impression d'avoir changé de pays. Je te laisse découvrir le calme qui y règne. La musique est omniprésente dans la rue, tu marches tranquille et boum, un hit de Bollywood te sort de nulle part. Ce qui est marrant à Little India, c'est que tu peux trouver un temple chinois. Lanterne rouge, encens et dragons sculptés. Le style chinois pur, posé dans un quartier à la vibe indienne. J'ai pris le temps de m'y attarder un petit peu car Little India est magnifique, mais n'est pas vraiment grand. Quand j'ai vu ce temple, je me suis dit waouh, qu'est-ce que ça fait ici en plein milieu. Ce que j'ai aimé ici, c'est l'énergie qui s'en dégage. Les couleurs, les sourires, la musique, tout était incroyable, sans compter les odeurs et les stands de produits fluo. J'ai continué un petit peu la balade à pied et je suis tombé sur une caserne de pompiers énorme, un monument historique construit en 1808. C'est la plus ancienne caserne de pompiers existante encore en Malaisie. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle fait partie des 82 bâtiments historiques du pays.
Quelques mètres de marche plus tard, je débarque au clan Jetties, qui sont littéralement des villages sur l'eau. Des maisons posées sur pilotis tout au long du bord de Georgetown. Ici, tu marches sur des passerelles en bois qui craquellent, tu peux y croiser tes scooters en plein milieu. Il faut faire très attention car sur pilotis ça bouge. C'est assez surprenant. Avant d'arriver au bout de l'eau, tu tombes sur une petite rue remplie de boutiques. Ces stands sont tenus par des familles qui vivent ici depuis des centaines d'années. Tu sens que c'est touristique, mais ça garde un côté local, simple et limite familial. Tout le long de cette rive, tu as accès au port de Clan Jetty, port pour pêcheurs principalement. Quelques mètres plus loin s'ouvre le ponton en bois, et là, ça change tout. Le son se calme, l'air devient plus humide, ça tangue vraiment, l'ambiance est exceptionnelle. De part et d'autre, on peut observer des maisons sur pilotis, des temples et même au loin, une mosquée. Les Jetties, c'était avant tout à l'origine des villages de clans chinois, les Zhou, les Li et les Tan. Chacun son ponton, chacun sa communauté. Les locaux s'amusent à décorer la maison, leurs scooters, etc. car ils savent que c'est quand même une activité touristique qui leur apporte de l'argent. Je quitte l'île de Penang à la découverte de Langkawi, le vol le plus court de ma vie, 26 minutes. Ici, l'ambiance change radicalement. C'est vraiment les vacances, le vent et la mer chaude. Je pose mes affaires et direction Chenang Beach. Une immense ligne droite de sable blanc, des vagues ultra calmes et des parasols un peu partout. Par contre, il y a énormément de méduses. La nuit tombe et le coucher de soleil est somptueux, mais ça laisse place à Chenang de nuit et c'est vraiment autre chose. Direction la rue principale et là, pur bonheur, de la street food de partout. C'est simple, pas cher et ultra bon. Voilà, ça c'est des Malaisiens dans des robots qui dansent. Voilà, quel intérêt je ne sais pas. Le bord de la plage s'est transformé en mini-marché et tu peux trouver un fire show magnifique avec des enfants, adultes qui jonglent avec des torches et qui font tourner des flammes comme si c'était des rubans.
And one guy steps to it, sees that we're not going to take time for them to go down that flag. Right, come on. Changement d'ambiance le lendemain avec le Mangrove Tour de Langkawi. Je m'attendais à vivre une expérience cool, mais honnêtement j'en ai pris plein les yeux, c'était vraiment incroyable. On longe les falaises et des formations rocheuses gigantesques. Le guide nous montre un truc, une colline en forme de gorille, nommée bien sûr la Gorilla Mountain. Et réellement, quand tu regardes la forme de la montagne, t'as la tête, le nez et le front, tout parfaitement sculpté par la nature. C'est fou à quel point c'est précis. J'arrive dans une zone ouverte et là, des aigles. Ils tournent haut dans le ciel, descendent en piqué. Ils font des cercles au-dessus de l'eau. Le guide ralentit, on lève tous la tête, et t'as parfois entre 10 à 30 aigles au-dessus du bateau. C'est impressionnant. Ils sont énormes et leur envergure est folle. Quand ils descendent, t'entends juste fou dans l'air. Yeah, got it. So many of them. With the catch by the leg. Ici, on peut observer dans leur habitat naturel des magnifiques singes, des familles de singes. Ils grouillent dans les arbres et nous regardent et avancent. Ils sautent de branche en branche. Certains descendent carrément au bord de l'eau pour nous observer, et d'autres montent carrément dans le bateau. Alors, On repart doucement et au bout de quelques secondes, on est très vite encerclé par la mangrove. Des racines partout et de l'eau sombre, la végétation est tellement dense qu'elle te bouche presque la lumière. Le guide décide de nous montrer quelques grottes des alentours, et elles sont bondées de chauves-souris.
On s'arrête devant une nouvelle grotte et cette fois-ci on peut y entrer. Elle est très petite, sombre et très fraîche. Le guide nous dit attention où vous mettez les mains, j'ai vite compris pourquoi. Les parois sont horribles, rugueuses et souvent remplies de bestioles et encore de chauves-souris. Épuisé, il fait tellement chaud. À cet endroit précis, on se trouve à même pas 3 minutes de la Thaïlande en bateau. C'est le Keeling Geoforest Park. C'est une zone protégée par l'UNESCO. Ce n'est pas juste pour faire joli, mais c'est parce qu'on est dans des paysages qui a des millions d'années. C'est un mélange ultra rare de mangroves, de falaises calcaires et de grottes. Ce qui est fou, c'est que tout est vivant ici. Les racines filtrent l'eau, les mangroves protègent les poissons, les falaises abritent les chauves-souris, et les aigles dépendent aussi de cet écosystème. Au milieu de tout ça, un arrêt carrément improbable, dans une ferme aux poissons, et aussi un restaurant flottant. La plateforme bouge un petit peu, et juste en bas tu vois des énormes poissons tourner, des raies et même des petits requins. Le Mangrove Tour est terminé, c'était vraiment exceptionnel, je m'attendais pas à voir tout ça. Et retour à Chenang. C'est la pluie. Le lendemain, c'est parti pour visiter le Sky Cab et le Sky Bridge de Langkawi. Pour aller là-bas, il faut déjà mériter l'expérience. Tu traverses une zone qui ressemble plus à un parc d'attractions version jungle qu'à un vrai site touristique. Le Sky Cab est connu pour être le téléphérique le plus raide d'Asie. Dès les premières secondes, la cabine s'élève à une vitesse folle, et tu te retrouves suspendu au niveau d'un gouffre verdoyant. Le téléphérique s'arrête à une première plateforme et là t'en prends plein la tête. Tu vois tout Langkawi, sa forêt, sa mer, ses petites îles au loin, et même la Thaïlande quand le ciel est clair.
peux même apercevoir au loin le Sky Bridge, construit en 2005. Comme si ce n'était pas encore assez haut, on monte encore, mais j'étais pas prêt à l'aventure qui arrivait. Pour atteindre le Sky Bridge, tu dois emprunter la jungle à travers ces passerelles en métal accrochées à la montagne. Le sol est très glissant, il y a des singes et des serpents. Ça monte, ça descend, j'ai jamais connu ça. Ça y est, nous y est, le pont suspendu à 125 mètres courbé, accroché à un seul pilier central. Construit en 2005, c'est toujours autant impressionnant. Quand tu marches dessus, tu sens une légère oscillation, comme si le pont bougeait. Et c'est pas comme si il bouge. Il est suspendu à 600 mètres au-dessus de la jungle. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, j'étais ultra à l'aise, mais ça vaut le détour. Quand tu arrives au bout, tu tombes sur ces îles somptueuses et le bleu de la mer. Oh, ok. Après avoir gagné la peur du vide, on essaye de regagner la terre ferme comme on peut pour laisser place au musée 3D de Langkawi. C'est très kitsch et complètement décalé par rapport à la majesté du Sky Bridge, mais franchement, après cette expérience-là, ça m'a détendu. C'est ainsi que s'achève la Malaisie. Après, j'ai pris l'avion pour repartir à Kuala Lumpur une journée. J'ai pas filmé, j'avais pas envie, j'ai profité. Et puis voilà.